Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 25 juin 2023, qui est en soi pour moi une journée importante et historique. Historique parce qu'elle succède à un événement géopolitique majeur sur lequel je n'ai pas voulu m'exprimer depuis 24 heures parce que j'attendais ces dernières évolutions et je voulais savoir quels seront ses aboutissements. Entre le 23 et le 24 juin 2023, la Russie a failli connaître pas un coup d'État, pas une guerre civile. La plupart des experts les plus connaisseurs, les plus lucides, les moins radicaux, ceux qui ont vraiment des connaissances pointues de la situation politique en Russie, qui parlent uniquement de rébellion. Une rébellion qui a failli reconfigurer les rapports de force au sein du pouvoir russe et qui a failli peut-être provoquer un tournant majeur dans cette guerre mondialisée qui est la guerre en Ukraine et qui est une forme de troisième guerre mondiale. Alors, et ces événements-là, vous allez être surpris d'apprendre, ils auront un impact important sur un pays comme l'Algérie, comme le nôtre, qui malheureusement a décidé de choisir définitivement le camp de la Russie, est devenu de facto un satellite russe depuis le déroulement de la extraordinaire et inédit de la visite officielle d'Abdelmadjid Tebboune en Russie entre le 14 et le 17 juin dernier. Et l'Algérie qui de facto affirme et elle assume son statut d'allié militaire et d'allié politique de la Russie, une semaine plus tard, il va y avoir un impact, c'est sûr, un événement, une crise politique majeure a éclaté en Russie, et cette crise politique, il faut tirer la leçon où là, elle va nous renvoyer vers ce qui pourrait se passer en Algérie en 2024. En clair, les Algériennes et les Algériens doivent tirer une grande leçon de ce qui s'est passé en Russie entre le 23 et ce 24 juin 2023. Je rappelle les faits. Il y a une armée privée, une milice privée qui s'appelle Wagner, dont le patron s'appelait Prigojine, Evgeny Prigojine. La Russie a créé cette milice privée, il n'y a pas que Wagner, il y a 2 ou 3 autres milices privées, mais la plus puissante c'est Wagner, qui existe depuis pratiquement 10 ans maintenant, qui est à l'active, elle milite, et elle est devenue au cours de ces dernières années, si vous voulez, le fer de lance d'une nouvelle guerre lancée par la Russie contre ses adversaires à l'étranger. L'idée c'est quoi, Yajma'a, c'est que Wagner va essayer de faire le sale travail que l'armée russe ne pourra pas faire. Tout a commencé en 2014, après les premières occupations militaires de la Russie et de l'Ukraine. On a voulu créer un groupe privé composé d'anciens militaires, de voyous, de délinquants, d'anciens prisonniers, une milice privée où les soldats seront rémunérés, où ils pourront aller rejoindre des conflits, ou aller faire la guerre dans des endroits où les militaires russes n'auront ni la motivation, ni l'envie, ni la capacité réelle, quand on n'a pas la motivation ni l'envie, ni la capacité, ni l'efficacité nécessaire pour mener des opérations militaires. En clair, aujourd'hui, à la belle comme dans le monde d'aujourd'hui, l'humanité déteste la guerre. Et les êtres humains, contrairement à ce qui s'est passé pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, les guerres sont les pires catastrophes, les pires scénarios qui sont craints par toutes les sociétés humaines. Mais cache un peuple, une population dans le monde aujourd'hui qui aime la guerre. Parce que la paix, on a savouré les conforts de la paix, et les instincts guerriers de l'humanité ont été calmés ou pris en charge par d'autres formes de violence symbolique. Mais le football, en fait, c'est une forme de guerre. C'est pour ça pourquoi on aime le football dans l'humanité, parce que ça nous permet de défouler nos instincts guerriers. Quand 2 équipes nationales se rencontrent, c'est comme si quand deux peuples, 2 pays s'affrontent dans une guerre, mais c'est une guerre pacifique, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang. Et le football marque, au lieu d'avoir une grande armée, on préfère avoir une grande équipe de football. Et puis l'humanité s'est pacifiée. Elle s'est pacifiée parce qu'elle a vu les résultats catastrophiques de plusieurs guerres, Première Guerre mondiale, ensuite les guerres qui ont suivi, qui ont marqué la guerre froide, la guerre du Vietnam, la guerre de l'Afghanistan, la guerre de Corée,
Ensuite, il y a eu les guerres en Syrie, en Libye, etc. Les guerres dans plusieurs pays africains. L'humanité craint les guerres. Il n'y a pas un peuple, où qui a envie de subir ou de faire la guerre. Et les armées sont comme ça. Les armées, aujourd'hui, la doctrine, elle est défensive. On ne veut pas créer des armées. Très peu de militaires aujourd'hui ont envie d'aller dans les quatre coins de la planète pour faire la guerre. Un jour, vous les militaires français au Sahel, il y a un sentiment de dégoût généralisé. La France veut se retirer. Les Américains, après plus de 10 ans, voire 20 ans de présence militaire en Afghanistan, ils sont décidés de se retirer. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de motivation. Les troupes ne veulent plus rester longtemps sur un terrain, dans une opération militaire, surtout quand on n'a pas d'objectif noble. C'est-à-dire aller occuper un pays, dominer une population, ça n'existe plus. On ne peut plus occuper des pays comme à l'époque du colonialisme, on ne peut plus domestiquer des peuples comme à l'époque de l'esclavage, ça n'existe plus. Ce n'est pas possible, c'est très compliqué, et puis il n'y a plus de militaires, il n'y a plus d'armées qui veulent être dans une posture d'occupation. C'est pas possible, c'est trop cher, beaucoup de logistique, les mécanismes et puis la vie humaine elle a plus de valeur qu'avant. Aujourd'hui, même des grandes armées, quand ils perdent 15, 5 ou 10 hommes, ça affecte les morales des troupes, le moral des troupes, etc. Donc, les armées régulières ne sont plus disposées, sur le plan psychologique, sur le plan logistique, comme sur le plan sociologique, à accepter l'effort de guerre. Ou j'ai dit, des groupes privés. Pourquoi les milices privées veulent ou font le sale boulot? Parce qu'elles sont payées. Comme il y a de l'argent, on parle, chacun, il y a plusieurs récits, il y a des enquêtes qui disent que les milices Wagner sont payés $10,000 par mois, il y a $5,000, plusieurs chiffres ont été sortis, etc. C'est selon les contextes, selon les interventions militaires. Mais les milices privées permettent de faire le sale boulot. D'abord, elles ne respectent pas la loi de la guerre, pas de prisonniers, on tue, on massacre, et on peut aller à l'étranger, occuper un pays, ou se mêler des affaires internes, sans impliquer nécessairement l'État, pour l'État central, sans impliquer les institutions de l'État, d'où était originaire, dans lequel a été fondée cette milice privée. Les milices privées, le Kremlin par exemple, la présidence russe a longtemps dit que Wagner ne représentait pas le Kremlin, ne représentait pas l'État russe, c'est un groupe privé qui agit en son propre nom et de par raison. Maintenant, où se trouve la Russie? C'est que en 24 heures, les Wagner qui ont été utilisés depuis 2014, pendant des années, et qui ont servi de chair à canon et qui ont permis à la Russie d'être présente au Mali, au Centrafrique, au Soudan, dans plusieurs pays à travers le monde, et de faire la sale guerre en Ukraine, d'aller sur des positions, de combattre les Ukrainiens sur des positions où les militaires russes, encore une fois, n'avaient ni la motivation ni la capacité réelle de mener les combats. Après toutes ces années de loyauté, etc., le patron et les responsables de Wagner ont compris que le système russe, le pouvoir russe, veut se débarrasser d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus trop puissants, trop encombrants. Mikhail Prigojine, dans ses vidéos sur Telegram et dans ses interventions, dans ses multiples vidéos, Wagner, c'est plus de 25 000 hommes. C'est une présence internationale dans plusieurs pays africains et dans plusieurs autres pays à travers le monde. Ce sont des soldats maintenant qui sont devenus aguerris, ou ce sont des anciens militaires, ou des anciens mafieux, ou des gens en tout cas qui ont une certaine maîtrise des armes et qui connaissent maintenant, qui ont le sens tactique et qui ont maintenant de l'expérience sur le terrain. Ils sont passés de la Libye ou la Syrie, ils ont fait plusieurs guerres, plusieurs foyers, plusieurs conflits internationaux, où des soldats aguerris, où une menace pour le pouvoir central russe, notamment pour les militaires russes. L'entourage de Poutine, au niveau du ministère de la Défense russe, les généraux de l'armée régulière ont commencé à faire pression sur Vladimir Poutine pour lui dire « ça ne nous arrange pas de coexister avec les troupes de Wagner. » Et on dit les troupes de Wagner vont être une menace. Donc ils vont prendre le pouvoir. Ils ont commencé à occuper des villes. Ils sont devenus trop encombrants. Ils exigent beaucoup d'argent, ils exigent beaucoup de munitions. Ils commencent à se comporter comme des seigneurs de guerre. Et plus ils sont exigeants, plus leur pouvoir et leur influence devient importante. Ils ont même commencé à avoir des relais politiques au sein de la population russe, puisque beaucoup de Russes ont leurs enfants, leurs proches, qui travaillent au sein du groupe Wagner. Donc il y a eu un électrochoc au sein du système russe. Un électrochoc il a mené vers la rébellion de Prigojine entre le 23 et le 24 juin, qui a menacé donc il n'a pas menacé Poutine, il a menacé l'armée russe. Lui, il voulait renverser les généraux russes. Il a pris d'ailleurs toute une ville, Rostov, c'est extraordinaire. C'est peut-être la première fois dans l'histoire
l'histoire moderne, hein, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où une milice privée, un groupe privé, a occupé les sites militaires d'une armée régulière d'une grande ville, dans un grand pays militarisé important, qui est la Russie. La ville de Rostov, qui est située au sud, à l'extrême sud de la Russie, qui est pas loin du front ukrainien. Pendant 24 heures, les troupes de Wagner ont occupé l'aéroport militaire, le QG de l'armée russe, ils ont occupé les rues, ils ont imposé leur pouvoir. Ils ont menacé de marcher sur Moscou. Et ils ont voulu organiser une marche pour aller jusqu'à Moscou pour défier le ministère de la Défense et déloger les hauts responsables de l'armée. Ils n'ont pas cité Poutine, mais ils ont voulu que nous avons un problème avec les hauts responsables de l'armée, qui à cause d'eux, nous sommes en train de... On n'a pas gagné la guerre en Ukraine, d'ailleurs en Russie. Le récit officiel dit que la Russie est en train de gagner la guerre en Ukraine, mais le récit de Kremlin, Wagner, Prigogine et ses lieutenants, ils disent que non, le front, nous sommes en grande difficulté, il n'y a que nous qui se battons, les soldats russes sont mal préparés, mal armés, mal outillés, pas motivés. S'il n'y avait pas nous, les Wagner, on aurait déjà perdu cette guerre. Donc, il y a deux récits. Enfin, il y a eu un état parallèle. Wagner est un état parallèle au sein de la Russie. Et elle a voulu donc, les Wagner, quand ils ont compris que le système russe veut se débarrasser d'eux, ils veulent les liquider, et ben ils ont décidé de se rebeller pour défendre leur puissance et leur influence, et pour dire que maintenant nous aussi on compte, et on veut que vous partagez le pouvoir avec nous. Sera des affrontements. Donc c'est pas une guerre civile, elle n'implique pas une partie de la population russe contre une autre partie de la population russe. C'est une partie du système russe contre une autre partie du système russe. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de bain de sang dans les 24 heures, parce que c'était prévisible cette rébellion. D'ailleurs le renseignement américain qu'il avait prévu. Prigogine critiquait énormément ces derniers mois les chefs des armées de la Russie, notamment le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Il faisait des vidéos très incendiaires où il menaçait à plusieurs reprises les responsables de l'armée. Donc le conflit allait un jour ou l'autre éclater. Il a éclaté entre le 23 et le 24 juin, où s'il n'y avait pas la médiation d'Alexandre Loukachenko, il aurait pu aboutir à des affrontements. Les Wagner étaient déterminés à se défendre. Jusqu'à Moscou. D'ailleurs, ils se sont approchés d'une région qui est située à 400 km de Moscou. Ils ont voulu prendre aussi les quartiers de l'armée là-bas et se préparer pour organiser une grande marche. Ils ont même appelé la population, c'est-à-dire les familles des soldats de Wagner, leurs proches, leurs voisins, leurs amis, à prendre les armes, à les rejoindre à Moscou pour déloger les responsables de l'armée et pour faire quelque part un coup d'état militaire. Le cas de Moscou, ça aurait été un coup d'état militaire. Ils ne sont pas arrivés à Moscou, ils n'ont pas lancé l'initiative parce qu'il y avait une médiation. Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, allié de Poutine, a fait une proposition. Bon, il a garanti la sécurité aux responsables de Wagner, notamment Prigogine. Il lui a proposé de venir vivre en Biélorussie avec ses troupes et ses lieutenants. Et aucune enquête ne sera diligentée contre lui, aucune peine de prison ne sera prononcée à son encontre, et ses intérêts financiers ne seront pas remis en cause. Il pourra profiter de son niveau de vie, de sa richesse et de ses affaires. Les Wagner continueront à être gérés et utilisés et continueront leurs activités depuis la Biélorussie. On a Habset. Où je venais de discuter à Poutine, où je venais comment il a menacé, il a parlé d'un coup de poignard dans le dos, il a parlé de trahison. Le monde entier, durant ces 24 heures, était scotché. Tous les regards étaient braqués, les caméras étaient braquées sur la Russie pour comprendre est-ce qu'il va y avoir une guerre civile, est-ce qu'il va y avoir des affrontements meurtriers, est-ce que c'est un coup d'État contre Vladimir Poutine. Bien sûr, il y a eu plusieurs spéculations. Les amis de la Russie, les adorateurs du système russe, ont bombardé les réseaux sociaux par toutes les théories positives. Ah non, finalement, c'était un coup monté, Poutine a voulu tester ses ennemis et ses alliés, a poussé. C'est un scénario, c'est une mise en scène pour savoir est-ce que le système russe était dur, est-ce qu'on pouvait résister aux trahisons, est-ce qu'on pour tester ses alliés étrangers, ou d'autres théories, mais non, Poutine est devenu puissant, il a bien géré cette crise, il en sortira encore plus grandi, plus fort, plus renforcé. C'est les adorateurs du système russe. De toute façon, les adorateurs des dictatures, ils n'ont pas de lucidité. Dans toutes les crises géopolitiques, les fans des dictatures, ils disent quoi qu'il arrive, même si les dictatures perdent, on me dit non, ils ont gagné, ils sont encore en force. Ils n'ont pas de lucidité. Donc on ne peut pas les croire parce qu'ils ne sont pas objectifs dans leurs analyses. Ils n'analysent pas les choses, les situations plutôt objectivement. Ils ont un parti pris, ils pensent que c'est des adorateurs de Poutine, c'est des adorateurs des systèmes autoritaires, c'est des adorateurs des dictateurs. Donc quoi qu'il en soit, ils seront de leur côté. Mais dans la réalité, tout le monde a compris qu'il y avait un problème en Russie. Et ce problème s'est posé juste une semaine après l'arrivée de Tebboune.
on va passer à côté des blagues qui prêtent à être une sinistrose et une malédiction. C'est une fameuse théorie qui circule, la fameuse blague qui circule. Il est maudit là où il part, il sème les problèmes. Quand il part dans un pays, dès qu'il le quitte, il y a toujours des problèmes qui éclatent dans ce pays-là. Ça, c'est de la rigolade, c'est des blagues, c'est de l'humour. Ce n'est pas sérieux, c'est pas digne d'une analyse géopolitique. Mais il y a quand même, pour nous les Algériennes et les Algériens, une réflexion à faire. Cette réflexion, c'est quoi? C'est que Ouchraf, la Russie, c'est le propre Yajma'a. C'est un syndrome qui va toucher tous les systèmes totalitaires où le pouvoir il est détenu par une seule personne, par un seul clan, et que ce clan et cette personne, pour qu'elle puisse perdurer et durer le plus longtemps possible le pouvoir, elle doit d'abord créer un autoritarisme absolu, un système de terreur et de clientélisme et faire sans cesse des purges. Le système russe, c'est la conséquence des purges menées par Poutine. Donc les Wagner se sont sentis utilisés, se sont sentis abusés. Poutine pendant des années, il les a utilisés pendant des années. Maintenant, il a voulu les jeter comme des vieilles chaussettes. Et c'est pour ça qu'ils se sont rebellés, ils ont voulu se défendre, ils ont voulu se révolter contre ce maître qui veut maintenant les liquider alors qu'ils étaient parmi ses plus fidèles serviteurs. Dans les dictatures, dans les systèmes totalitaires, c'est un scénario qui se produit régulièrement. Peut-être de façon beaucoup moins éclatante, comme on l'a vu ces dernières 24 heures en Russie, mais dans toutes les dictatures, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Comme il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas une presse libre, il n'y a pas une presse indépendante, il n'y a pas d'espace de liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les oppositions s'expriment au sein du pouvoir autoritaire. Et quand les oppositions s'expriment au sein du pouvoir autoritaire et pas à l'extérieur, eh ben, il y a des chocs, il y a des affrontements qui sont violents. Parce que c'est le plus fort, le mieux armé, celui qui a le plus d'amis, celui qui a le plus de réseaux et de relais au sein des services de sécurité au sein de l'armée, qui finit par provoquer un conflit et qui finit par remporter ce conflit ou par déstabiliser le système de l'intérieur. Ouais, le problème que le régime algérien va rencontrer prochainement. Parce que le régime algérien, il a voulu dupliquer l'expérience russe. Surtout depuis 2019, on ne vit que des purges. L'Algérie, le régime algérien, a géré les purges. Je vous le nombre des généraux qui sont en prison. On parle de plus de 150 généraux majors et colonels qui sont en prison. Des dizaines de colonels, de lieutenants-colonels, de petits commandants. Donc c'est des dizaines et des dizaines qui sont en prison depuis 2019. Gaï Salah, il a fait entrer des gens en prison. Medhoua, il a emprisonné tous les partisans de Gaï Salah. Et les prisons sont bons, les prisons militaires, je parle des prisons militaires qui sont bondées par de très hauts gradés. Les purges, le milieu de l'administration de l'État, le milieu des affaires, le milieu des hommes d'affaires, le milieu des entreprises étatiques, le milieu des partis politiques. Nous avons eu des centaines et des centaines de peines de prison ferme et d'incarcération qui ont été décidées, opérées depuis 2019 en Algérie. C'est exactement ce qui s'est passé en Russie avant cette crise. La Russie de 2019, avant les événements, mais la Russie en 2019, elle a connu exactement ce que l'Algérie a connu entre 2019 et 2023. C'est-à-dire un mouvement de purge. Vladimir Poutine a multiplié les arrestations contre des hauts responsables de l'administration et de l'État russe au nom de la lutte contre la corruption. Exactement comme en Algérie. Les systèmes autoritaires utilisent toujours la lutte contre la corruption pour mettre en prison des hauts responsables ou là, des dirigeants que ces systèmes veulent, qui sont devenus gênants, ou là un poids lourd, ou là un fardeau pour ces systèmes, ils veulent les liquider. La corruption, c'est toujours le motif le plus facile et le plus intéressant à utiliser pour convaincre la population que ces emprisonnements sont justifiés, ils sont utiles, il faut les soutenir. Exactement. Il y a d'ailleurs un analyste politique à Jma'a. On va la faire en deuxième partie. Mais c'est exactement les conséquences, aujourd'hui, la crise d'aujourd'hui en Russie, c'est les conséquences des purges menées depuis 2019. Il y a comment il s'appelle, un politologue et économiste russe qui s'appelle Kirill Rogov. En 2019, il a parlé de ce qui se passait en Russie. Il a donné une lecture. La multiplication des accusations contre des hauts responsables russes vise à maintenir une tension dans toute l'élite. Un sentiment de terreur light.
Le but est de garantir la loyauté de l'élite et la stabilité du système par la menace permanente. Auparavant, la promesse d'enrichissement suffisait à maintenir la cohésion. Il faut désormais ajouter la peur. Ça, c'est un politologue et un économiste russe, Kirill Rogov, qui a fait une étude sur le terrain, qui vit en Russie et qui a donné cette analyse en expliquant que la puce de 2019, elle vise juste à assurer le maintien et la force du système par la peur et la terreur. Les dictatures ont deux moyens d'assurer la fidélité de leurs serviteurs. Ou ils leur permettent de s'enrichir, ils deviennent riches, ils sont gagnants dans leur allégeance, on prête allégeance à une dictature parce qu'on est gagnant, on s'enrichit, on devient corrompu, on arrive à avoir des intérêts financiers privés importants, ou par la peur et la terreur. حنا عشناها في الألجيري يا جماعة. حنا عشناها في الألجيري. في الألجيري avant, Bouteflika ne mettait pas les gens en prison. Bouteflika, il leur permettait de s'enrichir. Les généraux pouvaient s'enrichir, Jmaat Gaye Salah faisait des affaires, Jmaat Toufer faisait des affaires, les hommes les oligarques devenaient des milliardaires, la police faisait des affaires. C'est grâce à l'enrichissement que, grâce à l'argent, que Bouteflika maintenait des cercles qui lui étaient totalement fidèles. Et de temps en temps, il mettait quelqu'un en prison. De temps en temps, mais c'était très peu, très rare. Bouteflika privilégiait l'enrichissement, l'argument d'enrichissement. Le nouveau régime algérien, les Djamoul Bouteflika, c'est la peur, la terreur. Parce qu'il n'y a pas autant d'argent qu'à l'époque de Bouteflika, et c'est un système beaucoup plus brutal, donc il fait de la terreur. Tu es contre moi, je te mets dans une affaire, cabale judiciaire, tu es accusé de corruption, une affaire de corruption, quelques éléments sont vrais, beaucoup d'éléments sont inventés, et je te mets en prison. Et c'est comme ça que le système post-Bouteflika s'est installé en Algérie. Exactement où je dis la Poutine en 2019. Kirill Rogov, il dit par exemple, en 2008, en 2005, entre 2001 et 2005, il a fait que seuls 3 responsables du gouvernement russe ont été poursuivis. L'année 2008, 35 personnes ont été poursuivies, incarcérées. Chaque année, à partir de 2010 jusqu'à 2019, comment ça s'appelle, Poutine a accéléré les purges. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à vieillir, il commençait à douter. Les dictateurs, c'est comme ça. Plus ils vieillissent, plus ils sont inquiets pour l'avenir de leur pouvoir, plus ils doutent de leurs proches. Donc, ils accélèrent la répression pour essayer de se protéger et protéger leurs arrières et éviter les trahisons, les rébellions. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en Algérie avec le système. Le système algérien, la crise du Hirak, il s'est débarrassé de tous les éléments les plus gênants. Il y avait des suspicions généralisées, pas de confiance. Donc les leaders du nouveau système ont écarté tout le monde pour imposer uniquement leur plan. Sauf que leur clan plutôt et leur plan. La conséquence c'est quoi? C'est qu'en Algérie, il risque de se passer exactement ce qui s'est passé en Russie. Les généraux qui sont en prison, les officiers qui sont en prison, les dirigeants qui ont été incarcérés, persécutés, à un moment donné, ils ont des partisans, ils ont ils ont des fans, ils ont des alliés, des amis qui risquent de se rebeller. Et plus le système algérien n'abandonne pas la répression, il continue de réprimer. En 2024, il y a une élection présidentielle. Et qui dit élection présidentielle, il y a une crise de succession. Les partisans de Tebboune veulent imposer la terreur pour tirer le plus longtemps au pouvoir. Leurs adversaires ou leurs victimes risquent de se fédérer, de s'unir pour se rebeller, pour dire non, on est contre votre règne absolu et on veut aussi avoir notre part du pouvoir, on n'est pas d'accord avec votre maintien au pouvoir, on se rebelle. Ça peut créer une crise politique. D'ailleurs en 2024, vous allez voir qu'en 2024, dans les élections présidentielles, il va y avoir une crise politique. Tu vois, ou les propagandes ou les fake news, il va y avoir une bataille. Mais il n'y aura peut-être pas de bain de sang, parce qu'en Algérie, voilà, les bains de sang ne vont pas avoir lieu. Comment en Russie, il n'y a pas eu de bain de sang? C'est prévisible qu'il n'y avait pas de bain, parce que les soldats russes n'allaient pas tirer sur les Wagner, et les Wagner sont russes, n'avaient pas envie de tirer sur les soldats russes. C'est une guerre qui oppose les chefs. Mais la population ne va pas se mobiliser, parce que la population, elle sait très bien qu'elle n'est que des pions, elle ne sert qu'un pion, elle joue le rôle de pion. À un moment donné, les pions vont refuser de s'entretuer entre eux pour satisfaire le roi et la reine. En Algérie, au cœur du système, pas de démocratie, pas d'opposition, pas de presse libre, beaucoup de purges, un système basé sur le clanisme. À un moment donné, les clans vont se recomposer. Il va se retrouver dans le collimateur de celles et ceux qui les a emprisonnés, incarcérés, et ils vont se retourner contre eux. C'est un risque. Quand on règne qu'avec la terreur et la purge, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé.
c'est exactement ce qui risque de se passer en Algérie, Ejma. C'est-à-dire qu'il va y avoir une force, ou au sein de l'armée, ou au sein de la classe des services de renseignement, ou au sein de la classe politique dirigeante, qui va se rebeller, qui va se révolter, parce qu'en 2024, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Tebboune, pour faire son deuxième mandat, il devra nettoyer son entourage. Chengreha, s'il veut accompagner Tebboune dans son deuxième mandat, il doit nettoyer son entourage et faire taire les opposants au deuxième mandat. Donc il va y avoir des purges. Et les purges, quand elles vont se succéder à une intensité violente, et elles vont se retourner contre leurs organisateurs ou leurs planificateurs, puisque une violence peut éclater. Et là, les victimes des purges peuvent se fédérer, comme le cas à Wagner, pour dire non, on ne veut pas te liquider, et c'est nous qui vont se retourner contre le pouvoir. Et c'est une crise politique, Ejma'a, qui risque de déstabiliser notre pays. Parce que c'est ça, les dictatures atroces, qui ne laissent pas de marge de manœuvre à leurs élites, qui ne laissent pas leurs élites respirer, finissent toujours par imploser de l'intérieur. Vous allez voir derrière le système russe qui moute Poutine, on ne sait pas ce qu'il va devenir en Russie. Parce qu'il ne tient qu'à travers Poutine. Qui m'a Bouteflika, il n'a tenu que grâce à Bouteflika. Qui t'a Bouteflika, le système algérien de Baga. Gay Salah, qui met Gay Salah, le système Gay Salah, tah. C'est la même chose. Est-ce qu'après Tebboune, après Chengriha, le système actuel, il ne va pas survivre? Parce qu'il n'a pas construit des institutions, il n'a pas construit des cercles du pouvoir qui sont légitimes, qui ont un enracinement au sein de la population. Il n'a pas créé un pays qui est prêt à une transition. Généralement, les dictatures vieillissantes et violentes et brutales n'acceptent pas, elles ne sont pas faciles ou elles ne sont pas adaptées à des périodes de transition. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on devra beaucoup réfléchir pour comprendre ce qui s'est passé en Russie durant ces 24 heures, entre le 23 et le 24 juin 2023, aura un impact pour l'Algérie et il y aura une grande leçon à tirer pour les élites algériennes qui doivent absolument réfléchir sur leur avenir pour ne pas tomber dans le même scénario de crise politique interne.